frère autiste qui, lui, a des troubles de sommeil. Donc, lui, la nuit, il peut se réveiller, puis là, il va déranger. Parce que moi, j'ai deux petits frères. Ils sont âgés de 9 et 11 ans. Celui qui a 11 ans, c'est le autiste. Et lui, il peut se réveiller pendant la nuit, puis il peut commencer à... Tu sais, chez nous, on a des blocs Lego, tout le monde sait c'est quoi. Lui, il va se mettre à jouer avec parce qu'il peut plus dormir. Il a de la misère à dormir des fois. Tu sais, lui, s'il se réveille, là, oubliez ça, il va pas se rendormir. Là. Il est pas capable. Mon enfant a le gel de la tourette, et dont l'anxiété. Et quand c'est le temps du sommeil, c'est oups, il a envie, oups, il y a un verre d'eau, oups, il y a des crises. Il y a vraiment des grosses crises de perte de contrôle avant de se coucher, même si on a une petite routine. Kirill a toujours eu des troubles du sommeil, mais on a eu un diagnostic de fibrose kystique à l'âge d'1 an. Donc, on a su que tous les maux qu'il pouvait avoir quand il était bébé, il avait mal au ventre, il y avait souvent des congestions. Donc, on le plaçait déjà dans son lit en position un peu surélevée pour qu'il respire mieux. Mais là, il se réveillait en criant. Donc, quand on a su qu'il était malade, on se disait c'est peut-être parce qu'il avait mal au ventre, tout ça. Donc, ses problèmes de sommeil ont été là depuis qu'il est tout petit. Après ça, à 2 ans et demi, quand on a eu son diagnostic d'autisme, ce que ça l'a fait, on dirait que c'est venu appuyer ses insomnies, parce que quand il se réveillait, parce qu'il toussait, parce qu'il avait mal, il restait éveillé, ce qu'un autre enfant n'aurait pas nécessairement fait. On ne connaît pas beaucoup d'autres enfants, mais il y avait vraiment des périodes d'éveil. Lui, il avait dormi 1 heure, c'était assez pour lui, puis il pouvait rester réveillé 3 heures de temps, nuit, jour, ça ne dérangeait pas. Le sommeil des enfants et adolescents qui souffrent d'un trouble neurodéveloppemental, d'un problème de santé physique ou d'un problème de santé mentale sera caractérisé par des éléments qui s'additionnent à ce qu'on sait déjà du sommeil dans ces groupes d'âge-là. La façon de mesurer le sommeil sera donc d'autant plus individualisée. Quand on arrive dans des classes spéciales, des écoles spécialisées, les troubles du sommeil en général sont plus importants qu'ailleurs. Je travaille avec 2 écoles en troubles du comportement niveau secondaire et ça sort en premier, dans les premières préoccupations. Chez les jeunes qui présentent un trouble de santé mentale, qui a également de l'apnée du sommeil qui est présent chez ces jeunes-là. Une des façons, ou la façon de pouvoir le diagnostiquer ou de poser un bon diagnostic, c'est d'aller au laboratoire du sommeil. Ça va nous aider à identifier exactement le trouble, à pouvoir le quantifier et à savoir quel genre de suivi qu'on apporte avec ce trouble-là pour ce jeune-là. Le sommeil auprès de la clientèle des troubles envahissants du développement, je trouve qu'il y a beaucoup une problématique au niveau de l'endormissement. Je vais souvent entendre des parents qui vont me dire « Mon enfant a de la difficulté à s'endormir, ça peut prendre 2-3 heures avant qu'il s'endorme. » Ou par ailleurs, on va avoir des difficultés de réveil nocturne. L'enfant va se réveiller 2-3 fois dans la nuit. Puis, où il y a vraiment, quand il se réveille, il y a vraiment de la difficulté à se rendormir. Donc là, les parents, ça devient difficile pour eux autres de se rendormir. Alors, c'est des enfants qui ont aussi des problèmes avec leur repère social, des repères de temps, des repères de savoir, bon, quand c'est temps d'aller dormir, tout ça. Alors, avec des mauvais cycles biologiques là, de sommeil, d'horloge biologique, qui fait que ça altère leurs heures pour dormir et ils ont des séquences donc qui se réveillent plus fréquemment avec des périodes d'éveil nocturne prolongées. Moi, je travaille avec des enfants qui sont autistes, avec des enfants qui sont Asperger. Ce qui est souvent rapporté, c'est un haut niveau d'anxiété. Donc, un niveau d'anxiété tel que le moment de l'endormissement devient un stress pour eux et ça peut donc créer certains problèmes. Donc, l'anxiété, c'est une dimension qu'on retrouve chez ces enfants-là, mais qu'on peut retrouver aussi dans d'autres problématiques. C'est aussi, chez ces enfants-là, par exemple, la rigidité qu'ils ont au niveau de... Ils aiment que les choses se passent toujours de la même façon. Ils aiment contrôler leur environnement. Donc, au moment de se mettre au lit, généralement, les enfants autistes préfèrent avoir une routine, avoir un rituel, et que les choses se passent toujours de la même façon. Et des fois, nous, les gens comme parents, disons, ne se rendent pas compte qu'ils ont changé un petit quelque chose qui peut être très perturbant pour l'enfant et va les amener à, justement, à développer tranquillement une peur de se mettre au lit, la peur que ça ne soit pas comme eux l'avaient anticipé. Donc, c'est ce qu'on appelle être un peu rigide sur la façon de faire, sur l'exigence de routine, de rituel. La résolution d'un problème de sommeil d'un enfant ou un adolescent avec besoins spéciaux peut être trouvée grâce à la cohésion entre les intervenants, les professionnels de la santé, les parents de l'enfant, ainsi qu'à une meilleure information en ce qui a trait au sommeil.
Quand on est en équipe multi et qu'on parle de sommeil, il y a souvent l'ergothérapeute qui est intéressé parce qu'il y a des particularités sensorielles qui n'est pas négligeable en autisme. Par exemple, un enfant dont les parents ne sont même pas en mesure de changer les draps parce que c'est problématique, mais cette particularité-là doit être évalué et il doit y avoir des choses mises en place pour aider la famille. À part ça, il y a l'éducateur spécialisé qui peut qui peut aider au niveau du comportement, comment présenter des activités à cet enfant pour qu'il puisse bien répondre, puis trouver des activités qui vont le calmer. Puis aussi la psychoéducatrice qui comme chapeaute le tout, puis qui a un œil sur ça. Le médecin il nous accompagne par sa connaissance d'un enfant et de regarder s'il n'y a pas des particularités physiques qui peut affecter le sommeil de l'enfant, par exemple reflux gastro-œsophagien, la constipation. Chez les enfants qui présentent un trouble d'anxiété, en kinésiologie, ici à l'hôpital, on travaille avec eux de façon régulière. Puis quand on voit apparaître des signes qui peuvent être liés à un problème de sommeil, entre autres, cerne en dessous des yeux, on va avoir irritabilité, un peu de l'opposition, on va voir que ces symptômes-là vont souvent venir interférer dans le traitement qu'on peut apporter. Et rapidement, on va aller investiguer un peu plus la partie qui va précéder le sommeil, c'est-à-dire l'hygiène du sommeil, avec les parents, pour essayer d'orchestrer ça, enfants et parents, pour qu'on puisse établir ou laisser la routine du sommeil se faire comme il faut, puis que le sommeil fasse son travail qu'il a à faire, puis reposer le jeune. On a plusieurs élèves qui prennent de la médication, entre autres par rapport au déficit de l'attention et de l'hyperactivité. Et bien sûr, c'est des choses que les parents, lorsqu'on aborde le sujet au tout début, c'est des choses que les parents sont au courant comme effet secondaire, qui va avoir des difficultés au niveau peut-être de l'alimentation, du sommeil et tout ça. Et c'est souvent des éléments que les parents amènent, comme quoi qu'ils ne sont pas intéressés par la médication. Puis bon, on les comprend bien, mais on constate, nous, que quand l'enfant a vraiment besoin de ce médicament-là, quand toutes les évaluations sont faites et qu'on l'expérimente, bien, on voit que pour des enfants, ça a c'est très bénéfique. Alors, peut-être qu'il y a une baisse de la qualité du sommeil, mais nous, c'est pas ça qu'on constate au niveau des apprentissages. On va voir plutôt les effets bénéfiques du médicament. Dans les démarches qu'on a faites pour aider le sommeil de Kirill, il y a une éducatrice spécialisée qui faisait avec lui de la stimulation précoce, qui voyait semaine après semaine les états de fatigue de Kirill, puis elle nous a suggéré d'aller voir sur Internet. Elle ne nous a pas recommandé de prendre de la mélatonine, mais elle a dit allez faire des recherches, peut-être que ça va vous aider, peut-être que non, mais au moins vous aurez cette piste-là, vous ne serez pas... Alors, on est allé, on a consulté notre pédopsychiatre, on a consulté notre pharmacienne pour savoir qu'est-ce que ça pouvait faire, l'impact que ça pouvait avoir. Puis comme il y a la fibrose aussi, que ça ne contrevienne pas à d'autres médications qu'il prenait déjà. Puis en ayant le hockey de toute l'équipe, puis la dose, donc 6 mg par soir que nous, on lui donne, on a commencé à le faire. Puis le premier soir, ça a été presque instantané. À la place de s'endormir à 11 heures, il s'est endormi à 9 heures. Puis on avait quasiment peur parce qu'il était trop tôt. Il va passer une mauvaise nuit, c'est sûr. Mais ça l'a fait effet. Alors on continue à lui en donner. Il y a beaucoup de parents qui ont utilisé la mélatonine, qui est une hormone qui va vraiment faciliter l'endormissement au niveau des enfants avec des problématiques de sommeil, surtout des réveils prolongés. Par contre, il faut aussi aller chercher un petit peu plus loin parce que souvent, ça a des effets aidants pour l'endormissement, mais ça ne maintient pas le sommeil aussi longtemps qu'on le voudrait. Et on peut aller rechercher au niveau de la mélatonine à effet prolongé. Donc, il y a toutes sortes de façons de pouvoir prolonger le sommeil. On peut y arriver, là. La mélatonine est quand même une bonne aide pour ces enfants-là. Des fois, c'est pas rare qu'il faut changer la programmation, faire une programmation vraiment le matin, l'après-midi, aller faire des marches à l'extérieur, vraiment pour qu'on apprenne aussi à cet enfant-là, parallèlement, qu'il faut qu'il reste réveillé dans la journée. Donc, on va favoriser des activités à l'extérieur
pour qu'il voit que le soleil est présent, puis que dans la journée, on va lui demander un certain niveau d'activité pour que le soir, il puisse être plus disponible, plus fatigué pour qu'il fasse une bonne nuit de sommeil. On est allé avec le gros bon sens, donc au niveau de la lumière, au niveau du confort de son lit. Et puis, au niveau du comportement, c'est sûr qu'on essaie de ne pas trop le stimuler avant qu'il s'endorme. Donc, on fait avec lui des petites activités de table. Lui adore faire des casse-têtes. Donc, on peut faire des casse-têtes ou lire des livres. Puis, en général, ça va le calmer. Puis, il aime ça. On essaie vraiment de faire des activités plus modérées, là, pas trop énervantes. Peut-être 1 heure avant qu'il s'endorme. Hein. On va essayer entre autres, chez les enfants autistes, on va avoir une tendance à utiliser des pictogrammes pour offrir la séquence, puis pour qu'ils sachent qu'est-ce qui s'en vient, puis que c'est l'heure de dormir. Il faut être très précis sur les heures, donc ne pas trop varier l'heure du coucher pour que ça soit bien installé au niveau de l'horloge interne de l'enfant. Aussi, on va avoir on va offrir on appelle ça un temps d'arrêt, donc une période où il va avoir peut-être soit une couverture lourde sur lui ou un objet lourd qui va l'aider à se calmer, à sentir son corps aussi, des fois certains massages ou du brushing qu'on appelle avec des pressions au niveau du corps de ces enfants-là pour les préparer à dormir. Nous, on a été suivis en ergothérapie après le diagnostic d'autisme. Donc, au niveau sensoriel, on est allé voir qu'est-ce qu'il aimait, qu'est-ce qu'il recherchait. Puis, on a su qu'il aimait beaucoup se caler. Donc, on nous a recommandé une couverture lourde. On s'est procuré une catalogue. Puis, c'est vrai que ça l'a beaucoup, beaucoup aidé. Lui, il faut qu'il soit brillé jusque-là avec sa couverture lourde. Puis là, ça le rassure, ça le calme, ça l'apaise. Il faut qu'il soit entouré. Il faut d'abord essayer de voir ce qu'on peut faire dans le quotidien en aidant l'enfant à gérer ce qui lui fait peur, par exemple dans le sommeil, donc en gérant son anxiété, en l'amenant à éliminer les craintes qu'il a face à s'endormir, par exemple, ou à être seul dans son lit, des choses comme ça. On fait des groupes de parents. Ce que je trouve qui est important, c'est que le parent comprenne c'est quoi le sommeil vraiment. Donc, on fait une partie où on discute du sommeil, on leur donne la théorie derrière qu'est-ce que le sommeil pour qu'ils comprennent qu'est-ce qui est en jeu réellement. Puis après, on va discuter des éléments du quotidien qu'on peut changer parce qu'on n'est pas obligé de faire tout de suite une intervention intensive, soutenue. On peut changer des petits aménagements. Question juste de dire, si votre enfant fait des siestes de plus de 3 heures dans la journée, ce serait agréable qu'après 2 heures, vous le réveillez. Peut-être que ça va être plus facile pour vous de l'endormir le soir. Ce qui m'a aidé le plus pour aborder le sommeil de mon garçon, c'est vraiment de rencontrer d'autres parents pour pouvoir en parler, de rencontrer des gens qui ont mis en place des choses. L'ergothérapie nous a beaucoup, beaucoup aidé parce que lui, au niveau sensoriel, de ne pas l'abrier, nous, on ne pouvait pas savoir, on ne voulait pas qu'il ait trop chaud, mais il a besoin d'une couverture lourde sur lui. Ça, on ne l'aurait pas deviné. Il aurait mis une couverture, mais c'est vrai que le poids, ça l'aide. Donc, un toutou lourd sur lui. J'ai des cousins toutous, je les remplis de lentilles, ils sont toutous préférés, puis j'ai mis sur lui. Fait que là, le poids, ça le calmait, ça le groundait dans son lit, puis on a vu que ça avait un impact. Mais c'est vraiment du cas par cas pour lui, c'est ça qui a fonctionné.